À partir de 1757, toute l'Angleterre, de la grande aristocratie et de la vie intellectuelle, est sous le coup de la découverte de ce livre, une enquête philosophique sur l'origine de nos idées concernant le sublime et le beau, et qui va évidemment être relayé plus tard par le texte de Kant sur le sublime, et puis ensuite, bien sûr, par la troisième critique, celle de la faculté de juger, celle qui sera consacrée à l'esthétique. Et en fait, on va voir apparaître dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle une sorte de lent mais régulier éloignement par rapport aux valeurs de la symétrie, de l'équilibre et de la mesure, au profit de tout ce qui est l'ordre, effectivement, de l'ordre de la démesure, tout ce qui va susciter chez l'homme non plus la satisfaction intellectuelle d'une compréhension d'un monde créé par un dieu, architecte ou horloger, mais au contraire la réalisation brutale que l'homme n'est en rien la mesure de toute chose, que son rapport avec le monde doit être un rapport d'étonnement, pour ne pas dire un rapport de crainte et de terreur, et donc une des expériences fondamentales du sublime, en dehors de la mer en tempête, en dehors des grandes forêts labyrinthiques, en dehors des gouffres et des abîmes, c'est bien sûr effectivement la montagne. Dans cette aquarelle de Turner qui est au musée Abbott Hall à Kendall, à l'entrée du Lake District, où vous voyez bien que le but, en traversant à dos de mulet le Saint-Plon, le Saint-Gothard, le Grand Saint-Bernard, ça vous choisissez, c'est votre problème, hein. Mais en traversant à dos de mulet, vous allez à certains moments vous retrouver suspendu entre une hauteur que vous ne voyez plus et un gouffre que vous ne voyez plus non plus à cause du brouillard. Et donc vous êtes tout entier livré au pouvoir de l'imagination. Et l'imagination forcément vous fait trembler parce qu'elle vous fait envisager des choses qui sont encore plus énormes et encore plus vertigineuses qu'elles ne le sont réellement. Donc cet aspect du sublime du Grand Tour, c'est lui aussi qui va conduire à une nouvelle extension du Grand Tour pendant très longtemps, en gros jusqu'en 1749, donc vous voyez 1749-1757, c'est sur une décennie, jusqu'à la découverte d'Herculanum. Le Grand Tour va s'arrêter à Rome. Et il comporte évidemment un tout petit peu Gênes, mais il comporte 4 étapes fondamentales. Les 4 étapes fondamentales, c'est Florence, Rome, Venise et Vicenza, Vicence, parce que Vicence, c'est la ville de Palladio, et qu'il n'est absolument pas question, effectivement, de ne pas aller là où Palladio a construit. Et puis, après 1747, sous le double impact de, effectivement, la découverte des ruines d'Herculanum et sous l'impact de la fascination pour le sublime, dont le volcan en éruption va devenir une des manifestations privilégiées, on va prolonger l'itinéraire jusqu'à Naples, en espérant pouvoir vivre une éruption du Vésuve, pas trop importante bien sûr, mais juste pour sentir la terre qui frémit encore sous les pas et avoir évidemment le poil qui se hérisse, etc., etc.